Dead by Daylight est l'un des rares jeux où le lore est presque aussi mystérieux que le gameplay. Depuis 2016, Behavior cache des indices dans les archives, les descriptions des personnages, les cartes et même certains détails visuels. Résultat, la communauté a imaginé des centaines de théories. Certaines sont complètement farfelues, mais d'autres sont tellement cohérentes qu'elles pourraient presque être considérées comme canon. Aujourd'hui, on va voir certaines des théories les plus crédibles de Dead by Daylight, en expliquant pourquoi elles existent et ce qui les rend plausibles. Quand on pense à Dead by Daylight, une question revient sans cesse. Qui est réellement l'entité ? Depuis les premières versions du jeu en 2016, elle est omniprésente. On la voit sous la forme de ces immenses pattes qui surgissent pour empaler les survivants. On sait qu'elle contrôle les épreuves, qu'elle enlève des personnes issues de réalités différentes et qu'elle semble capable de remodeler des mondes entiers à sa guise. À première vue, tout laisse penser qu'il s'agit d'un dieu. Une créature omnipotente, capable de tout faire, de tout voir et de tout contrôler. Pourtant, lorsqu'on s'intéresse de près au lore de Dead by Daylight, cette idée commence à montrer des failles. Et c'est justement ce qui a donné naissance à l'une des théories les plus crédibles de la communauté. Et si l'entité n'était pas un dieu, mais qu'elle était tout simplement une créature incroyablement puissante. Il faut reconnaître que tout pousse le joueur à cette conclusion. Dès le tutoriel, on comprend que personne ne semble pouvoir lui résister. Elle contrôle les royaumes, elle choisit qui entre dans le brouillard, elle décide quelles cartes apparaissent, elle peut modifier les souvenirs des survivants, elle manipule les tueurs. Elle est même capable d'effacer certaines parties de leur personnalité. Autrement dit, elle possède un contrôle presque absolu sur son univers. Même les personnages les plus puissants venus d'autres licences semblent incapables de lui tenir tête. Pyramid Head, qui est pourtant une manifestation surnaturelle née de la psyché humaine. Vecna, un des plus grands sorciers de Donjons et Dragons. Dracula, considéré comme pratiquement immortel. Ou encore Némésis, conçu comme une arme biologique indestructible. Tous finissent exactement au même endroit. Ils deviennent eux aussi des pions. À partir de là, il paraît logique de penser que l'entité est une divinité. Mais c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Si l'entité est réellement toute puissante, pourquoi organise-t-elle des épreuves ? Cette question paraît simple, mais elle remet complètement en cause l'image d'un dieu omnipotent, car les épreuves sont incroyablement compliquées. Il faut enlever des survivants, leur laisser une chance de s'échapper, créer des cartes, maintenir les tueurs sous contrôle, faire renaître tout le monde après chaque partie, créer des générations de sacrifices. Tout cela demande énormément de puissance. Pourquoi ne pas simplement absorber directement l'énergie des survivants ? Pourquoi ne pas tuer tout le monde immédiatement ? La raison la plus logique est qu'elle ne peut tout simplement pas le faire. Le lore explique à plusieurs reprises que l'entité se nourrit des émotions, mais pas de n'importe lesquelles. Elle recherche principalement la peur, le désespoir, la colère, la souffrance, mais surtout, elle recherche principalement l'espoir. C'est d'ailleurs ce dernier point qui surprend le plus. Pourquoi l'espoir ? Parce que sans espoir, il n'y aurait plus de peur. Imaginez un survivant qui sait avec certitude qu'il va mourir. Au bout d'un moment, il abandonnera. Il cessera de lutter. Il n'aura plus peur. Il sera simplement résigné. Or, une personne résignée produit beaucoup moins d'émotions qu'une personne persuadée qu'elle peut encore survivre. Voilà pourquoi les portes existent. Voilà pourquoi les générateurs peuvent être réparés. Voilà pourquoi les survivants peuvent parfois s'échapper. L'entité ne cherche pas seulement à tuer. Elle cherche à faire durer la souffrance.
Et c'est ici que la théorie prend tout son sens. Un véritable Dieu n'aurait pas besoin de se nourrir. Il existerait indépendamment de tout. Pourtant, les archives évoquent plusieurs fois le fait que l'entité grandit grâce aux émotions. Elle devient plus forte, elle étend son influence, elle absorbe toujours davantage de victimes. Autrement dit, elle évolue. Et si une créature peut évoluer, cela signifie qu'elle n'est probablement pas parfaite. Elle possède encore des besoins, des limites, des faiblesses potentielles. Les survivants lui résistent parfois. Autre élément intrigant, malgré toute sa puissance, les survivants arrivent parfois à lui échapper. Certes, il ne quitte pas réellement son royaume, mais il remporte certaines épreuves. Mais ils parviennent à franchir les portes, à utiliser la trappe, à tromper les tueurs. Si l'entité contrôlait absolument tout, pourquoi accepter toutes ces défaites ? Certains pensent qu'il ne s'agit pas de défaites. Elle laisse volontairement quelques survivants gagner. Encore une fois, pour que cela entretienne l'espoir. Mais cela montre aussi qu'elle se doit de respecter certaines règles. Elle ne peut pas tout simplement intervenir à chaque instant pour pouvoir tuer chaque survivant. Elle agit à travers les tueurs, les crochets, les sacrifices. En réalité, elle a besoin d'intermédiaires. On pourrait croire que les tueurs sont devenus de simples marionnettes. Et pourtant, plusieurs biographies montrent que certains gardent des parties de leur personnalité. Le trappeur continue d'expérimenter sa colère. La spirit reste guidée par son désir de vengeance. Le hillbilly agit toujours sous l'effet des traumatismes infligés par ses parents. Le spectre conserve certains souvenirs de son ancienne vie. L'entité conserve leurs émotions et les amplifie, mais elle ne semble jamais pouvoir les effacer complètement. Encore une limite, encore une preuve qu'elle n'a peut-être pas un contrôle absolu. Les archives introduisent un personnage fascinant, l'observateur. Pendant des années, il étudie l'entité. Il collecte des informations. Il explore le brouillard. Il cherche à comprendre son fonctionnement. Et surtout, il ne parle jamais d'une divinité. Il décrit une force, une puissance ancienne, quelque chose d'immense, mais jamais un être parfait. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'il pense qu'elle peut être comprise. Et si quelque chose peut être compris, peut-être peut-il aussi être vaincu. C'est probablement la partie la plus fascinante de toute cette théorie. Et si l'entité appartenait tout simplement à une grande espèce cosmique, une forme de vie née bien avant les humains, une créature capable de voyager à travers les dimensions et de modeler des réalités, de consommer les émotions comme nous consommons la nourriture. Et après tout, dans de nombreuses œuvres de science-fiction ou d'horreur cosmique, certaines créatures paraissent divines simplement parce que leur puissance dépasse grandement l'entendement commun. Mais elles ne sont pas des dieux, elles sont seulement plus anciennes, plus évoluées, beaucoup plus puissantes. Et l'entité pourrait parfaitement entrer dans cette catégorie. Évidemment, tout le monde n'est pas convaincu. Certains rappellent que l'entité est capable de modifier des réalités entières. Elle crée des royaumes, elle ressuscite des morts. Elle attire des êtres venus d'univers complètement différents. Très peu de personnages possèdent un tel niveau de puissance. Pour beaucoup, cela suffit à la considérer comme une divinité. Le problème, c'est que puissance et omnipotence sont deux choses complètement différentes. Être incroyablement puissant n'est pas être sans limite. Personnellement, c'est l'une des théories que je trouve le plus crédible de toute l'histoire de Dead by Daylight. Non pas parce qu'elle diminue la puissance de l'entité, au contraire, je trouve qu'elle la rend encore plus intéressante. Une créature parfaite n'évolue jamais, elle ne change pas, elle ne prend aucun risque. L'entité, elle, construit des épreuves, manipule des tueurs, entretient l'espoir des survivants et semble chercher constamment de nouvelles émotions. Autrement dit,
Elle agit comme un prédateur. Un prédateur immensément puissant, certes, mais qui dépend toujours de ses proies. Et c'est précisément cette dépendance qui laisse penser qu'elle n'est pas un dieu, mais une entité cosmique dont les capacités dépassent complètement tout ce que les humains peuvent comprendre. Mais si l'entité n'est pas un dieu omnipotent, une autre question se pose immédiatement. Pourquoi autant de tueurs acceptent-ils de travailler avec elle? Sont-ils vraiment tous des monstres? Ou sont-ils eux aussi victimes de sa manipulation? C'est justement ce que nous allons aborder dans la théorie suivante. Quand on lance une partie de Dead by Daylight, tout semble évident. D'un côté, il y a les survivants, des personnes ordinaires qui tentent désespérément de rester en vie. Et de l'autre, il y a les tueurs, des monstres qui n'ont qu'un seul objectif, massacrer tout ce qui bouge. Mais est-ce vraiment aussi simple? En regardant uniquement le gameplay? Oui. Pourtant, dès qu'on plonge dans les biographies des personnages et dans les archives, cette vision s'effondre peu à peu. On découvre que de nombreux tueurs n'étaient pas des monstres à l'origine. Certains étaient des victimes, d'autres des personnages ordinaires. Et quelques-uns cherchaient même à faire le bien avant que leur vie ne bascule. Alors une question se pose. Si autant de tueurs avaient une part d'humanité, pourquoi acceptent-ils de tuer éternellement pour l'entité? La réponse la plus crédible est qu'ils ne le font pas forcément de leur plein gré. Ils seraient manipulés, remodelés et exploités par l'entité, qui transforme leurs blessures en armes. L'entité ne choisit pas n'importe qui. Lorsqu'on regarde les biographies des tueurs, on remarque un schéma qui revient sans cesse. Elle s'intéresse à des individus qui vivent un moment de rupture. Une trahison, une perte, une injustice, un traumatisme ou encore une explosion de violence. Et c'est précisément à cet instant que le brouillard apparaît, comme si l'entité attendait le moment où leur esprit devenait le plus fragile. Ce détail, il est très important, car une personne brisée est beaucoup plus facile à manipuler qu'une personne en paix avec elle-même. L'entité ne semble pas donc créer le mal, elle attend qu'une fissure apparaisse, puis elle s'y engouffre. Prenons l'exemple du trappeur. Dans le jeu, il apparaît comme une montagne de muscles, brutal et silencieux. Pourtant, son histoire raconte autre chose. Evan Macmillan grandit sous l'influence d'un père impitoyable. Un industriel prêt à sacrifier des centaines d'ouvriers pour conserver sa fortune. Très jeune, Evan est élevé dans la violence. Son père lui apprend qu'un chef se doit d'inspirer la peur, qu'un homme faible mérite de mourir. Mais au fil du temps, Evan commence à remettre ses méthodes en question. Il hésite, il montre des signes de compassion. Archie comprend alors que son fils n'est plus aussi obéissant qu'avant. Il le pousse progressivement à commettre des actes de plus en plus atroces. Et ce, jusqu'au jour où tout bascule. Et après, le brouillard est apparu, et le trappeur a disparu. On ne sait pas exactement ce que l'entité lui a montré, mais dès son arrivée dans les royaumes, toute l'humanité qu'il possédait semblait avoir disparu. Est-ce parce qu'il était déjà un monstre, ou parce que l'entité a amplifié la colère qu'il portait en lui depuis des années? L'un des meilleurs exemples reste Rin Yamaoka. Avant d'être la Spirit, elle était une jeune femme ordinaire. Elle travaille, elle rêve d'une vie meilleure. Puis son père, incapable d'encaisser ses propres échecs, sombre dans une colère incontrôlable. Il assassine toute sa famille. Rin est découpée à coups de katana. Son corps est mutilé. Elle meurt dans une souffrance inimaginable. Et à ce moment-là, la haine est probablement le seul sentiment qui lui reste. Et c'est précisément à cet instant que l'entité intervient. Imaginez quelques instants ce que ressent une personne assassinée par son propre père. La colère, la peur, l'injustice et le désir de vengeance. Toutes ces émotions sont exactement celles dont l'entité se nourrit. Plutôt que d'apaiser Rin, elle la plonge dans un cycle éternel
où cette rage ne disparaîtra jamais. Chaque épreuve devient alors une manière d'entretenir cette haine. Carmina Mora est probablement l'un des cas les plus tragiques. Contrairement à beaucoup d'autres tueurs, elle était ni violente ni instable. C'était une artiste engagée. Elle dénonçait les injustices. Elle utilisait son talent pour défendre les faibles. Puis elle est capturée, torturée. On lui coupe les mains. Ses amis sont abattus devant elle. Elle est abandonnée à son sort. L'entité apparaît au moment où tout espoir a disparu. Et au lieu de lui offrir la paix, elle transforme sa souffrance en pouvoir. Et encore une fois, on retrouve le même schéma. Le traumatisme précède toujours la transformation. Évidemment, certains tueurs étaient déjà dangereux avant leur arrivée. Le docteur, le clown, le cannibale, le trickster ou encore le chevalier. Ces tueurs tuaient déjà, mais ce n'est pas pour autant que l'entité n'exerce pas une pression sur eux. Au contraire, elle leur offre un terrain de jeu infini. Plus de police, plus de justice, plus aucune conséquence. Ils peuvent satisfaire leurs pulsions pour l'éternité. Autrement dit, elle récompense leur instinct. Même les tueurs déjà monstrueux deviennent des outils. Ils ne servent pas leurs propres objectifs, ils servent l'entité. C'est une question que beaucoup de joueurs se posent. Pourquoi aucun tueur ne décide simplement de s'attaquer à l'entité ? Cette réponse se trouve probablement dans les archives. Plusieurs textes laissent entendre que l'entité récompense les tueurs lorsqu'ils accomplissent leur rôle. Elle les nourrit, elle renforce leur pouvoir, elle leur offre un sentiment de satisfaction. À l'inverse, lorsqu'ils échouent, ils ressentent une immense frustration, comme si leur émotion était elle aussi manipulée. Autrement dit, l'entité utilise un système proche du conditionnement. Elle récompense les comportements qu'elle souhaite voir se répéter. Et petit à petit, les tueurs deviennent dépendants de cette récompense. Autre détail intéressant, plusieurs tueurs possèdent des capacités qu'ils n'existaient pas avant leur arrivée. Le trappeur semble incroyablement puissant, la spirite peut devenir invisible, le spectre disparaît grâce à sa cloche, l'artiste contrôle des corbeaux surnaturels, la singularité bénéficie d'une technologie largement supérieure à celle qui existait à son époque. Ces pouvoirs pourraient provenir directement de l'entité. Elle ne se contente pas de recruter, elle améliore. Elle adapte chaque tueur pour le rendre plus efficace. Finalement, c'est un peu comme si elle forgeait elle-même ses armes. Le plus tragique dans cette théorie, c'est qu'elle concerne aussi bien les survivants que les tueurs. Les survivants souffrent physiquement, les tueurs souffrent psychologiquement. Les premiers meurent sans cesse, les seconds revivent éternellement leur traumatisme. Finalement, personne n'est réellement libre. Même les monstres sont des prisonniers. Bien sûr, certains personnages semblent agir par pur plaisir. Le trickster adore être admiré. Le clown, lui, prend un plaisir évident. Le docteur poursuit volontairement ses expériences. On pourrait donc penser qu'ils n'ont pas besoin d'être manipulés. Mais cela n'empêche pas l'entité d'exploiter leurs défauts. Elle ne crée pas forcément leur cruauté. Elle leur donne juste un endroit où cette même cruauté peut être utilisée indéfiniment. À mon avis, cette théorie est l'une des plus importantes pour comprendre Dead by Daylight. Elle change complètement notre regard sur les tueurs. Au lieu de les voir directement comme des monstres, on commence peu à peu à les considérer comme les toutes premières victimes de l'entité. Certains étaient déjà mauvais, mais d'autres ne l'étaient pas. Mais tous partagent un point commun. Elle les a capturés au moment où leur vie commençait à s'effondrer. Et c'est peut-être là le véritable talent de l'entité. Elle ne fabrique pas le mal,
Elle transforme les failles des êtres humains en chaînes invisibles. Car après tout, qu'y a-t-il de plus terrifiant qu'un monstre qui n'aurait pu ne jamais en devenir un? Si les tueurs sont manipulés, les survivants ne sont pas mieux lotis. Eux aussi semblent subir l'influence de l'entité. Pourtant, un détail intrigue depuis des années. Après avoir été massacrés des centaines, voire des milliers de fois, pourquoi ne deviennent-ils pas complètement fous? Une théorie avance une explication fascinante. Les survivants oublieraient chaque épreuve. Ou presque. Imaginez quelques instants vous retrouver à la place de Dwight, Meg, Claudette ou Jake. Vous êtes arrachés à vos vies sans prévenir. Vous vous réveillez dans une forêt enveloppée d'un épais brouillard. Un homme gigantesque portant un masque vous poursuit au beau milieu des bois. Vous êtes frappé, accroché à un crochet, transpercé par des griffes gigantesques, puis vous mourrez. Et pourtant, quelques instants plus tard, vous ouvrez les yeux à côté d'un feu de camp, comme si rien de tout ça ne s'était passé. Vous revivez exactement le même cauchemar, encore et encore, des centaines de fois, peut-être des milliers, peut-être des millions. À première vue, cela semblerait impossible. Aucun être humain ne pourrait supporter une telle torture psychologique sans perdre totalement la raison. Pourtant, dans le lore de Dead by Daylight, les survivants continuent de se battre. Ils coopèrent, gardent une personnalité propre, plaisantent parfois entre eux et ne semblent jamais totalement sombrer dans la folie. Alors, comment est-ce possible? La théorie la plus crédible affirme que l'entité efface leurs souvenirs après chaque épreuve, mais qu'elle ne parvient jamais à les effacer complètement. Pour beaucoup de joueurs, le feu de camp n'est qu'un écran d'attente. On y change ses perks, on personnalise son survivant, on lance une nouvelle partie. Mais dans le lore, ce feu de camp est bien plus important. C'est le seul endroit où les survivants semblent bénéficier d'un court répit. Ils s'y retrouvent après chaque épreuve. Ils peuvent reprendre leur souffle, observer les autres survivants, échanger quelques mots. Mais une question se pose immédiatement. Pourquoi ne parlent-ils jamais des centaines de morts qu'ils ont vécues? Pourquoi Dwight ne dit-il jamais « Attention, le trappeur pose toujours un piège à cet endroit ». Pourquoi Meg ne raconte-t-elle pas les centaines de fois où elle est morte face à la nurse? Pourquoi Claudette n'explique-t-elle pas précisément chaque pouvoir des tueurs? S'ils conservaient tous leurs souvenirs, les épreuves deviendraient progressivement très prévisibles. Et pourtant, ce n'est jamais le cas. Si cette théorie est aussi populaire, c'est parce qu'elle correspond exactement aux objectifs de l'entité. Rappelons-le, elle se nourrit des émotions, et plus particulièrement de la peur. Mais peut-on encore avoir peur d'un monstre que l'on connaît parfaitement? Probablement pas. Au bout de plusieurs milliers de rencontres, le trappeur ne serait plus qu'un obstacle parmi tant d'autres. La peur finirait par disparaître. Les survivants finiraient par analyser chaque situation avec un sang-froid. Et ça serait catastrophique pour l'entité. Elle se doit donc d'empêcher cette adaptation. La solution la plus simple consiste à limiter leurs souvenirs. Ils conservent des réflexes, des instincts, quelques impressions, mais jamais suffisamment d'informations pour supprimer l'inconnu. Ainsi, chaque nouvelle épreuve redevient angoissante. Et l'entité continue de se nourrir. Les survivants gardent pourtant quelque chose. Et c'est ici que la théorie devient particulièrement intéressante. Si les survivants oubliaient absolument tout, ils ne progresseraient jamais. Pourtant, ils apprennent. Dans le gameplay, ceci se traduit par l'expérience du joueur. Mais dans le lore, cela pourrait s'expliquer autrement. Ils oublient des événements précis. En revanche, ils se rappellent de sensations. Prenons un exemple. Vous avez peut-être déjà vécu cette sensation d'avoir visité un endroit où vous n'êtes pourtant jamais allé, ou ce sentiment de reconnaître quelqu'un sans vraiment savoir pourquoi. Les survivants pourraient ressentir
exactement la même chose. Ils ne se souviennent pas d'avoir été poursuivis par la chasseuse, mais lorsqu'ils entendent sa berceuse au loin, leur cœur s'accélère. Ils ignorent pourquoi. Leur corps, lui, semble s'en rappeler. C'est une mémoire émotionnelle, pas une mémoire consciente. Les compétences des survivants soulèvent-elles aussi une question? Comment Fegmin peut-elle apprendre des capacités appartenant autrefois à Bill Overbeck? Comment Kate peut-elle bénéficier des compétences de Laurie Strode? Le jeu explique cela par les perks. Mais dans le lore, certaines personnes pensent que ces compétences sont des fragments de souvenirs. Les survivants oublient leurs compétences, mais certaines traces demeurent. Ces traces deviennent des instincts, des réflexes, des talents. Autrement dit, l'entité n'arrive jamais à effacer complètement ce qu'ils ont vécu. Elle cache leurs souvenirs, mais ne les détruit pas. Les archives évoquent un autre élément fascinant. Les survivants ne restent pas toujours au feu de camp. Certains finissent par abandonner. Ils finissent par perdre tout espoir. Ils refusent de continuer. Selon plusieurs textes de lore, lorsqu'un survivant cesse de lutter, l'entité n'a plus besoin de lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne produit plus les émotions recherchées. Il devient inutile. La théorie affirme donc que l'effacement de la mémoire est imparfait. À chaque épreuve, quelques fragments supplémentaires réapparaissent. Des cauchemars, des sensations, des visions. Petit à petit, le poids psychologique devient insupportable. Et certains survivants finissent par se briser malgré tout. Depuis que Dead by Daylight intègre davantage de doublage, plusieurs survivants réagissent d'une manière étrange. Ils semblent parfois reconnaître certains événements. Certains plaisantent sur leur situation. D'autres paraissent déjà connaître les tueurs, sans jamais vraiment expliquer comment. Ces dialogues donnent l'impression qu'ils possèdent alors une mémoire incomplète, comme si leurs souvenirs revenaient par flash. Pas suffisamment pour comprendre toute la réalité, mais assez pour ressentir une profonde familiarité. C'est probablement l'idée la plus fascinante de cette théorie. Effacer un souvenir est une chose, effacer une émotion en est une autre. Imaginez alors qu'un survivant oublie complètement sa rencontre avec le cannibale. Il ne sait plus où, il ne sait plus quand, il ne sait plus comment, mais dès qu'il entend une tronçonneuse, son cœur se fige, ses mains tremblent, son pouls s'accélère. La peur existe toujours. Simplement, elle n'a plus de contexte. Et c'est exactement ce que souhaite l'entité. Une peur éternelle, impossible à comprendre, impossible à guérir. Certains éléments semblent toutefois la contredire. Les archives montrent que certains survivants arrivent parfois à échanger quelques informations. Ils semblent également reconnaître certains lieux. Cela pourrait indiquer qu'ils gardent davantage de souvenirs qu'on ne le pense. Mais ces exceptions ne détruisent pas forcément la théorie. Au contraire, elles pourraient tout simplement nous montrer que l'effacement de la mémoire n'est jamais parfait. Plus un survivant passe de temps dans le brouillard, plus des souvenirs risquent de refaire surface. À mes yeux, c'est l'une des théories les plus tragiques de tout le lore, parce qu'elle nous montre que les survivants vivent d'une torture bien plus pire qu'une simple mort. Ils sont condamnés à oublier, à revivre les mêmes horreurs, à ressentir une peur dont ils ignorent l'origine. Ils ne peuvent jamais vraiment apprendre de leurs erreurs, jamais réellement tourner la page. Et surtout, ils ne savent probablement même plus qui ils étaient avant leur arrivée dans le brouillard. L'entité ne se contente donc pas de leur voler leur liberté. Elle leur vole aussi leur identité. Et c'est en réalité peut-être ici que se trouve son pouvoir le plus terrifiant. Si les survivants oublient leur souffrance pour continuer à produire de la peur, cela signifie une chose essentielle. L'entité ne cherche pas simplement à tuer. Son véritable objectif est ailleurs. Et selon l'une des théories les plus solides de tout Dead by Daylight,
les épreuves seraient en réalité une immense ferme émotionnelle afin de nourrir l'entité. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est assez longue. Elle m'a demandé énormément de travail pour qu'elle soit le plus qualitatif possible. En tout et pour tout, j'ai accumulé presque 3 heures de vidéo. C'est pourquoi cette série de théories sera découpée en plusieurs parties. Tout simplement pour que chaque théorie soit le plus digeste possible. Je vais sortir également dans les prochaines semaines d'autres vidéos traitant d'autres sujets. Mais la série des théories sortira tout de même. Sûrement pas le vendredi à 18 h, comme c'est habituellement le cas. Alors si vous êtes intéressé par la suite, n'oubliez pas de vous abonner. Car le brouillard est riche d'histoires et de théories qui n'attendent qu'un narrateur pour vous les conter.